Certains diront enfin, vendredi, c'était vendredi, juste avant le week-end, les ministres des Finances de la zone euro se sont accordés sur une première riposte commune, j'ai envie de dire, pour parer à toute crise des dettes souveraines en zone euro. Bonjour Xavier. Bonjour David. Content de vous retrouver. Eh ben oui, Il a les yeux rouges quand même. Hein. Le pollen, ça doit Ouais. être ça, Bon. on imagine. Et il y a intérêt, ouais. Économiste et directeur principal de l'OFCE, sinon je sais d'où ça viendra. Bon, plus sérieusement, il y a un outil qui existe déjà. Ça peut paraître technique, mais c'est important ce qui s'est passé vendredi. Il y a un outil qui existe depuis la crise d'avant en Europe qu'on appelle le MES, Mécanisme européen de stabilité. La nouveauté, il sera potentiellement réactivé pour financer des pays qui en auront besoin, qui en feront la demande, et sans que cet argent, c'est ça la nouveauté, qui sont des prêts en fait, on expliquera ça, soit conditionné à des réformes à mener, à de l'austérité à produire. C'est ça la nouveauté. C'est exactement ça, c'est des prêts... Une vraie fausse nouveauté. C'est une vraie fausse nouveauté, mais c'est quand même un point important. C'est-à-dire que c'est un organisme qui est capable de prêter, donc il l'a fait dans le passé, à un certain nombre d'États membres, même s'il a été mis en place avec beaucoup de réserves pour faire face à des besoins qui pourraient être importants, pour répondre à ce qui s'est passé en 2012, c'est-à-dire une crise de dette souveraine. Donc un État qui n'a plus accès au marché, il peut passer par le mécanisme européen de stabilité. Alors pourquoi on a besoin d'un mécanisme européen de stabilité? Ça ressemble en gros au Fonds monétaire international de ce point de vue-là. On en a besoin parce qu'il y a une interdiction dans les traités de financement par la Banque centrale des États. En direct. En direct. Ce qu'elle fait de manière indirecte. Alors, ce qu'elle fait de manière indirecte, mais... Ça m'a toujours fait sourire ça, on se dit, elle contourne les traités à la Banque centrale. Je veux dire, au lieu d'acheter sur le marché de l'émission, elle attend que ce soit émis et acheté par des banques, des caisses d'assurance, des caisses de retraite, ce que vous voulez, pour les racheter juste après, derrière, sur le marché de l'occasion de secondaire. C'est pas un peu hypocrite, ça? Alors, ça l'est un petit peu, parce qu'effectivement, elle intervient sur le marché secondaire, donc on pourrait dire c'est comme acheter sur le marché primaire, mais il y a une nuance très importante, c'est que quand elle achète autant de titres de chaque pays que de leur clé de répartition au capital de la BCE. Donc quand elle achète 1 euro de dette italienne, elle achète à peu près 1 euro de dette allemande ou de dette française. C'est que ça a sauté, ça. Hein. Cette clé de répartition vient de sauter. Hein. Elle n'a pas complètement sauté. Et le MES, c'est le moyen de prêter directement à un seul État. Ah, sans avoir à respecter une clé de répartition qui correspond à la part de chaque État dans le capital de la BCE. Exactement. Et donc, par ailleurs, ouais. Vous avez dit, elle le fait, c'est un peu hypocrite, mais justement parce que ça met tout le monde mal à l'aise, parce que ça fait sortir la Banque centrale de son mandat, en tout cas ça la fait flirter avec les limites de son mandat. La solution du MES a été mise en place comme étant une solution qui peut venir en substitut et surtout peut venir dans le long terme résoudre les problèmes de financement d'un État. Ce pare-feu existait déjà. Qui s'en était servi à l'époque? Je crois que c'était l'Espagne, la Grèce, au moment de la crise des dettes souveraines. Alors, la Grèce s'est servie de l'ancêtre du MES, le FESF, pour ceux qui ont un peu de mémoire. Voilà, pour ceux qui ont un peu de mémoire. Fonds européen de stabilité financière. Exactement. Il y avait eu aussi des prêts bilatéraux qui avaient été faits avec la Grèce. Ouais. Et en fait, le MES a ensuite ramassé toutes ces opérations en ayant une gouvernance un peu plus soignée, des statuts un peu mieux définis. Sans aucune contrepartie, c'est ça la nouveauté. Alors, pas besoin de mener encore une fois des politiques d'austérité, des politiques de réforme structurelle. Il faut juste, la seule condition, c'est de prouver que l'argent a servi à financer les dépenses de santé, ce qu'on comprend bien en période de pandémie et de crise sanitaire. Voilà, donc c'est sans conditionnalité, mais avec quelques conditions. Donc c'est très européen. C'est très européen. Toute la subtilité du langage européen, de faire une nuance très forte entre conditionnalité. Donc conditionnalité, ça voudrait dire... en fait, c'est un vocabulaire qui est issu du Fonds monétaire international. Ça veut dire que vous prêtez à un État, mais en échange, il s'engage à un programme de réforme. Et c'est la condition du prêt, puisque le prêt doit être remboursé. Le FMI s'engage à ce auprès de ses membres à ce que le prêt soit remboursé. Et donc, la condition pour qu'il soit remboursé, c'est que le pays suive un programme économique. Là, c'est pas le cas. Alors, c'est pas le cas. Alors, c'est plus le cas depuis quelques années, depuis Dominique Strauss-Kahn et son passage au FMI. Vous vous rappelez cet épisode? Je parle du MES, pas du FMI. Hein. Oui, mais donc Dominique Strauss-Kahn avait mis en place un système de prêt non conditionnel au sein du FMI, dont le Mexique, par exemple, avait bénéficié. Parce que le problème de la conditionnalité, c'est que ça peut pousser les États à refuser, sauf s'ils sont dans une situation qui est très mauvaise. Et donc ça oblige à laisser pourrir la situation et être dans une situation de crise très profonde. Voilà, donc là c'est la même idée. Plutôt que d'attendre que le programme nécessite un ajustement structurel, on lui prête avant. Et le fait qu'on dise qu'on prête avant un ajustement structurel,
va limiter même la survenue d'une crise de financement. C'est-à-dire personne ne craindra de prêter à l'État, puisqu'on se dit que de toute façon, s'il a un problème de liquidité, donc si les autres ne lui prêtent pas, ben, le MES lui prêtera et il n'y aura pas besoin d'un plan d'austérité pour ça. Voilà, il faut juste encore une fois que c'est des dépenses, c'est servi encore une fois à financer. Alors, voilà, il y a des autour conditions. De la santé. Donc il y a deux grandes conditions, on va dire. La première, c'est effectivement que ça serve à des dépenses de la santé. Bon, là, ça tombe assez bien parce que chacun des États membres a des dépenses qui sont liées à la santé, donc il va pouvoir affecter ses emprunts à ses dépenses de santé et donc de fait, il pourra consacrer ses autres financements à ses autres dépenses. Bon, ok. Il y a une deuxième conditionnalité qui est que ça ne doit pas dépenser plus de 2% du PIB du pays. Donc c'est une limite. Alors, c'est une limite. Maintenant, 2% du PIB, c'est pas rien, c'est déjà une petite somme. Donc c'est déjà une petite somme, et puis c'est comme toute limite, quelque chose qui peut être amené à être révisé. De la même façon que tout ce qu'on appelle les dépenses qui sont éligibles dans ce plan. Aujourd'hui, c'est des dépenses de santé dans le système de santé, mais demain, ça pourrait être avec inclure le chômage partiel ou des soutiens à l'économie. Donc c'est aussi des éléments qui peuvent... Cet argent, c'est un prêt. Encore une fois, il doit être remboursé. Les taux d'intérêt sera pratiquement autour de zéro, puisque j'imagine que c'est le niveau auquel on va prêter. Donc c'est le taux d'intérêt auquel le mécanisme européen de stabilité a accès. En gros, c'est le meilleur taux de la zone euro. Donc c'est un taux qui est négatif aujourd'hui, avec une marge de 0,1 point. 10 points de base. Ça va. 10 points de base. Voilà. Donc ça sert à financer. Donc c'est vraiment de l'argent pas cher. C'est de l'argent pas cher. Okay. C'est de l'argent vraiment pas cher. L'enveloppe, c'est 240 milliards d'euros. On se dit que c'est suffisant parce que pour le moment, aucun pays n'a fait savoir, c'est un peu tôt puisque c'était décidé vendredi, qu'il comptait y avoir recours. Alors, oui, et ça c'est important parce que pourquoi aucun pays pourrait n'y avoir recours et pourquoi malgré tout ce dispositif est intéressant? Parce que c'est un message politique envoyé au marché, à ceux qui voudraient, aux eurosceptiques qui voudraient enfoncer un coin et imaginer... Ou même imaginer que vous ayez l'anticipation que l'Italie ne va pas pouvoir se financer et donc il va s'enclencher une crise des dettes souveraines italiennes. Avec il y aura une pression à la hausse sur les taux d'intérêt souverains italiens. Voilà, vous pouvez spéculer sur ce scénario-là, vous pouvez spéculer sur les CDS, vous pouvez spéculer sur les taux souverains. Là, on diminue la probabilité de cette crise d'accès au marché. Donc c'est surtout ça, un message politique envoyé au marché par les Européens, plus qu'un outil, plus qu'un pare-feu qui risque d'être vraiment utilisé par les pays? Exactement, c'est ça le principe de ces pare-feux, en fait, c'est qu'ils sont là pour empêcher qu'on y ait recours. Et c'est pour ça que il faut qu'ils soient calibrés. Alors pourquoi il faut qu'il soit calibré? Parce que il l'est, là, en l'occurrence. Il est calibré à 2 points de PIB, à 240 milliards d'euros. Il faut qu'il soit calibré assez haut pour être crédible. Quand il a été lancé, le MES, je me rappelle, c'était beaucoup plus. C'était 500 milliards. C'est ça, hein. Et c'était 500 milliards, mais à l'époque, il y avait des pays potentiels, en particulier l'Espagne, l'Italie et leur système bancaire. Et donc, en fait, ça avait été calibré de façon à pouvoir absorber soit l'Espagne, soit l'Italie. Voilà, là, l'idée, c'est qu'on le calibre à un niveau assez élevé. Il faut quand même qu'il soit calibré parce que c'est un problème européen. Il y a un engagement budgétaire derrière, et donc il faut que chacun des parlements accorde l'autorisation. C'est en particulier le cas pour le Parlement allemand. Donc, il faut qu'il y ait une limite. Mais l'autre message qu'on passe, c'est de dire la limite, elle est là aujourd'hui, parce qu'on a identifié les besoins, et on est, disons, 5 fois au-dessus des besoins. Si jamais les besoins dans le futur, dans 2 mois, dans 6 mois, devaient augmenter, il y a juste un chiffre à changer. Il y a une petite procédure pour mais pour l'instant, on n'y est pas, parce que manifestement, pour l'instant... Mais tant que personne n'y recourt, et que ça convainc que le pare-feu est là, et qu'il est prêt... Message rassurant envoyé au marché. Voilà, message rassurant envoyé au marché, message de cohésion. À juste titre. À juste titre. Bon, après, on peut toujours discuter des détails. C'est une solution à court terme, parce que c'est des prêts pour 1 an. Comment ça se passe ensuite? Comment ça va se passer sur les taux souverains ensuite? Une haie après l'autre. Voilà, une haie après l'autre, mais c'est un message important qui est envoyé. Il y a un autre message qui doit venir, qui est le Fonds européen pour la relance. Oui, j'allais finir là-dessus, parce que on manquait de temps, mais oui, parce que autant là, on a réussi à aboutir à un accord sans cri ni fracas. Le sujet sur lequel tout reste à faire, où un accord semble assez loin, c'est l'idée d'un plan de relance concerté, commun, européen. C'est le sujet qui fâche, avec toujours cette ligne de fracture entre les pays du Nord, Allemagne, Pays-Bas, qui ne veulent pas payer pour les autres, et les pays du Sud, dans lesquels on met la France, sud de l'Europe, qui, eux, disent on veut plus de solidarité. Voilà. Alors, sachant qu'en plus, vous voyez, ce dispositif dans le MES... On parle de 2 choses différentes, là, pour le coup. Ne coûte rien à personne, en fait. Lequel? Celui qui vient d'être mis en place, les 240 milliards d'euros. Ça coûte rien parce que c'est des prêts, donc de toute façon, ils seront remboursés. Et puis, de toute façon, ça coûte rien parce que ces prêts ne vont pas être activés.
ça fait deux raisons pour qu'il ne soit pas... Alors par contre, le Fonds européen de relance, ça c'est une autre histoire, parce qu'il y aura une relance, et donc si on met de l'argent en commun dans un fonds européen, ben, c'est que ce fonds il va servir à financer cette relance, et là il y aura une forme de mutualisation d'une dépense effective qui sera faite. Et ça ouvre des problèmes qui sont beaucoup plus compliqués et auxquels un certain nombre de pays sont déjà un peu opposés. Les pays du Nord, vous les avez cités, aujourd'hui c'est quand même principalement les Pays-Bas et l'Allemagne qui sont assez opposés à ces questions-là. Voilà, réponse dans les prochaines semaines. On en saura plus sur ce plan de relance européen. En attendant, il y a ce pare-feu, on voulait vous en parler. Pare-feu donc décidé par les ministres des Finances. Encore une fois, ce n'est pas une nouveauté, ça a été réactivé quelque chose qui existait déjà en modifiant un petit peu le mode d'emploi, on va dire, c'est ça? Le mode d'emploi, et puis en supprimant la conditionnalité, ce qui était quand même un point qui empêchait en fait, ou qui empêchait un certain nombre de pays d'y recourir, parce qu'il fallait accepter derrière quelque chose qui est plutôt humiliant politiquement, même si finalement économiquement on peut arriver à négocier une voie moyenne, un compromis. Politiquement, c'est quand même extrêmement humiliant de se soumettre à un plan d'ajustement. Là, il n'y a pas de plan d'ajustement, donc... On verra bien. En tout cas, merci. Merci. Explication signée. Comme tous les lundis, maintenant, il nous vend cher un os, Xavier Timbaud. Manifestement heureux d'être là, puisqu'il a les yeux tout roses. Bah oui, je pleure de bonheur. Bon, merci en tout cas d'être là. Économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Bye. Merci David.